Messieurs, dames, bonjour. J'ai l'immense privilège de recevoir sur ce plateau Christian Carayon et Franck Bouys. Alors je m'excuse par avance s'il y a des petites pétouilles en ce qui me concerne, parce que c'est la première fois que je vais faire ce genre d'exercice avec deux auteurs. On est là pour parler du rural noir. Alors le rural noir, c'est le titre du dernier livre de Benoît Mainville, qui n'est pas là, qui devait être là avec nous cet après-midi. Le rural noir, c'est un titre, c'est une belle étiquette pour un genre qui perdure en ce moment. On a deux auteurs ici qui ont signé deux excellents romans à ce sujet. Coller des étiquettes sur un genre, c'est toujours assez difficile, c'est un peu risqué. Bonjour Jean, merci d'être parmi nous. Ouais, coller des étiquettes, c'est toujours un exercice un petit peu difficile. Donc, problème de caisse. Le principe, ça va être d'essayer, Jean, si tu es d'accord, de définir le plus simplement possible le rural noir. Oui. Et donc, je vais commencer par présenter les auteurs. Oui. Christian Carayon, il est originaire du Sud-Ouest. Vous m'arrêtez si je dis des bêtises. Originaire du Sud-Ouest, agrégé d'histoire, prof d'histoire-géographie en lycée. En 2012, vous avez publié Le diable sur les épaules. 2014, Les naufragés hurleurs. Donc ces deux romans ont été publiés aux nouveaux auteurs. Vous avez Le diable sur l'épaule qui est sorti en pocket en même temps que votre nouveau roman chez Fleuve. Un souffle, une ombre, qui est tiré d'un vers de La Fontaine. Donc je vais me permettre de citer ce vers. Il était douteux, inquiet, un souffle, une ombre, un rien, tout lui donnait la fièvre. On va revenir sur votre profession et sur votre autre facette romancier, parce qu'on a un lien intéressant à faire avec Franck Bouys, qui est à vos côtés. Vous êtes de Limoges, Franck. Alors j'ai lu dans une présentation d'un de vos anciens livres, une très belle présentation. Vous aimez marcher dans les villes, vous arrêtez dans un bar, écrire en écoutant Anthony and Johnson, Billie Holiday, et fumer d'immondes cigares italiens. Alors hier, je me promenais sur la plage de Brighton avec Maud Mayeras. C'est une petite vanne récurrente avec elle. Et je lui parlais du plaisir que j'avais eu à lire Plateau. Et je lui disais, j'avais l'impression d'avoir Franck Bouys à mes côtés qui me promenait dans une forêt et qui m'expliquait le nom des choses. Et là, elle me dit, mais Franck Bouys, tu ne sais pas que Franck Bouys est professeur de biologie et d'horticulture. Et j'ai pris quelques jours pour préparer ce plateau. Et hier, j'ai eu une illumination en me disant, mais c'est tellement évident que Franck Bouys fasse aussi ce métier. Parce que son métier de romancier, c'est de faire pousser les personnages. Et je trouve que faire pousser les personnages, c'est quelque chose qui colle très bien avec le rural noir, le thème du rural noir. Moi, j'ai eu l'idée de ce plateau rural noir avec en plus Benoît Mainville, dont son livre s'appelle justement Rural noir, hein, parce que je trouve que tous les trois, enfin, il y en a un qui n'est pas là, donc on ne va pas en parler, vous redonnez un peu une lettre de noblesse au roman pas de terroir, mais je veux dire, on ressent un peu c'est des policiers, mais moi j'ai l'impression de me retrouver dans des romans un peu de Pierre Magnan, Simenon et tout ça. C'est des romans d'ambiance, des romans de... En plus de ça, ça se passe toujours dans le passé. C'est aussi un peu des romans sociaux qui décrivent un peu la décrépitude de certaines de nos régions. Donc, comment vous est venue cette idée-là d'écrire des romans comme ça, quoi ? Ça va être compliqué. Là, ouais. Comment est venue l'idée Oui, enfin, pas l'idée, mais je veux dire... C'est une vieille obsession, en fait. Oui. Moi, c'est pas nouveau. Ouais, non. Ça fait, moi, je viens de ce milieu-là, donc c'est ça. Je les connais bien. Au-delà de les faire pousser, je les creuse. Oui. comme la terre. Mais non, c'est une vieille obsession, en fait, de parler de ces gens-là dont plus personne ne parle. Et après, terroir, qu'est-ce que c'est ? Une ville, c'est aussi un terroir. La solitude, on peut la noyer où on veut, hein, dans une ville.
aussi bien dans une ville que sur un plateau, paumé, dans les Cévennes, en Ardèche, n'importe où, quoi. Donc c'est avant tout des romans qui parlent d'humain. D'humain, tout à fait, oui. Dans vos romans, il y a l'humain et la façon de... La nostalgie du temps passé aussi qui revient. Et puis ça... oui, allez-y. Nostalgie, c'est c'est plutôt de la trop mélancolie. Fort. Mélancolie, oui. Voilà, la nostalgie, c'est pas vraiment ça. C'est pas nostalgie, c'est mélancolie, oui. C'est une époque révolue. Mais il prouve que dans les policiers, on n'est pas obligé de partir loin. On peut se retrouver dans des régions, des provinces françaises avec des descriptions de ce qui s'est passé dans des années, surtout dans le roman de Monsieur Carayon. Et c'était une espèce d'ambiance avec une description des personnages et des choses qui sont... En plus, ça se voit que vous êtes professeur d'histoire, puisque le héros est professeur aussi de faculté. Donc... je trouve qu'ils sentent vraiment le terroir quand même, je sais pas, voilà. Qu'est-ce que vous ressentez? L'espace rural, c'est un terrain de jeu magnifique, quoi. C'est ouvert, c'est un jeu ouvert, quoi. Comme dans les jeux vidéo modernes, où on peut faire beaucoup de choses. Et puis moi j'ai grandi aussi, j'ai grandi à la campagne, et je pense que c'est l'âge auquel j'ai imaginé plein d'histoires, et ça ressort maintenant. Donc c'est vrai que à la fois il y a le cadre, le paysage qui compte beaucoup. Enfin, en tout cas moi dans mes livres, c'est vrai qu'on me dit souvent que le paysage est quasiment un des acteurs principaux. Et puis les personnages tout court, c'est vrai, où on les sent les pieds bien fichés en terre, où je pense qu'on peut prendre le temps aussi de présenter les choses. J'ai noté quelque chose dans votre roman, Christian Carayon, quelque chose qui m'a marqué, qui m'a donné la dimension du livre en fait. Votre personnage prépare une thèse sur l'enquête. Oui, il fait semblant de préparer une thèse. Et donc, dans le livre, arrive le moment où il donne un nom à sa thèse. Avons-nous toujours été ce que nous devions être? À elle seule, cette interrogation peut résumer le thème de mon propos. Elle peut même résumer l'essence du métier d'historien. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris ma petite claque en me disant mais c'est une fabuleuse mise en abîme en fait du travail d'écrivain. Et c'est le lien qu'on peut faire aussi avec le livre de Franck Buis. Votre travail de romancier mis en parallèle avec le travail d'historien. C'est très intéressant. L'un des premiers sens du mot histoire, c'est enquête. Donc ça se rejoint. Et puis moi, mon historien se penche sur son histoire à travers celle de son pays, de son terroir. Et oui, je pense que moi, qu'on réécrit régulièrement notre enfance. Oui, il y a le processus d'écriture aussi de votre héros qui naît dans votre imagination, puis qui arrive parfois, qui se termine pas forcément comme vous l'aviez envisagé dès le début. Oui, après il nous échappe. Oui. Et là, ça me permet de refaire un lien avec Franck Buis. Dans l'entomologiste, j'ai lu une citation que vous avez utilisée de Cormac McCarthy dans Non, le pays n'est pas pour le vieil homme, qui me parle, qui résonne aussi. Le problème, c'est pas de savoir où on est. Le problème, c'est qu'on croit qu'on y est arrivé sans rien emporter avec soi. Cette idée que tu as de repartir à zéro, que tout le monde a, on repart pas à zéro. C'est ça le problème. Chaque chose que tu fais, tu l'as fait pour toujours. Et par rapport à votre travail, ce que je disais tout à l'heure, le travail de biologiste, voilà, on est et on évolue en fonction de son environnement. Et je trouve que c'est ce qui relie bien le thème du rural, c'est que il y a un décor, il y a des terres, il y a des personnages qui vivent dessus, et vous jouez tous les deux à faire des flashbacks. Il y a une histoire qui s'est passée dans le passé, qui résonne encore dans le présent. Donc c'est assez... J'ai pas mieux à dire que McCarthy. Jean Carmé a dit aussi que quelqu'un qui dit qu'il est arrivé, c'est qu'il allait pas bien loin. Ça complète bien. Là. J'aime bien ça. Oui. Il y a une dimension philosophique, en fait, ce que je voulais dire dans vos deux livres, l'air de rien. Ouais, c'est ça. Tu disais que l'historien se penche sur... je ne sais plus comment tu as dit... voilà. Moi, dans mes territoires, c'est pas l'homme qui se penche, c'est la terre qui se penche, en fait. Qui se penche il croit se pencher sur la terre, mais c'est elle qui se courbe, en fait, qui les appelle. C'est assez particulier. Et forcément, dans ces milieux-là, il y a quelque chose... Alors, on peut parler d'une profondeur philosophique, mystique, etc. Parce qu'il faut expliquer les choses.
Alors il faut expliquer les choses par le sacré souvent, par la croyance, etc. Comme si on se dédouanait en fait d'une forme d'humanité. Ça m'a toujours frappé en fait dans ces milieux-là. Encore une fois, je parle d'une certaine catégorie de ruralité, de paysans, puisque ce ne sont pas des gens très très modernes. Je les compare toujours à nos derniers Indiens. Ce sont des taiseux, des gens qui ont Les entre derniers 60... Indiens, je vous ai entendu dire ça dans une interview. J'ai trouvé ça très intéressant comme approche en fait. Ouais. Mais c'est ça. Les derniers Indiens. Ouais, ils résistent comme ils peuvent en fait à une espèce d'invasion qu'ils regardent de loin en fait, sans. Enfin, c'est particulier parce qu'ils résistent sans résister, c'est-à-dire qu'ils regardent ça avec une certaine bonhomie. Mais quoi qu'il en soit, ils sont en train de disparaître gentiment dans l'anonymat général. Et ça me plaît bien de témoigner de ces gens-là parce que je les ai connus, je les connais encore. Moi, j'en connais des Indiens comme ça. Ça me rappelle un documentaire de Depardon où il y avait un type au fil des documentaires. En fait, on voit ses cheveux pousser et il lui demande comme ça si c'est un signe de révolte. Et la seule réponse qu'il a, c'est « faut croire ». Faut croire. C'est pas rien cette réponse. Vous parliez aussi de drame antique dans une interview. J'ai trouvé ça intéressant comme concept aussi. Alors c'est pareil, je disais tout à l'heure, c'est difficile de coller une étiquette sur un genre rural noir, mais un drame antique aussi, c'est quelque chose qui a une résonance. Je me répète encore, mais... Ouais, Plateau, c'est la première fois où j'ai décidé de faire bouger plus de personnages que d'habitude. Ça a été un peu compliqué pour moi. L'idée, c'est l'idée du grain de sable, en fait. C'est-à-dire, on a une scène avec des personnages qui vivent tant bien que mal avec leur enfin, il y a des secrets, il y a des histoires, etc. Et puis, il y a un grain de sable qui arrive, là. En fait, l'idée du roman, elle est venue de la lecture d'Hamlet et de La Tempête. Voilà, si un jour, je ferai un truc... avec des personnages contemporains, parce que le roman est contemporain, effectivement, mais dans un endroit isolé. J'aime bien l'idée du huis clos à ciel ouvert. Ça, voilà. Et il y a un personnage qui vient tout foutre en l'air. C'est-à-dire que les personnages, on sent qu'ils implosent les uns après les autres. Et tout ça, ces implosions aboutissent à une explosion, en fait. Voilà. Et on n'y peut rien. On sait que ça va arriver. On ne sait pas comment, mais ça va arriver. Moi, ce que j'ai adoré pour finir dans votre livre, c'est ces espèces justement de retour sur le flashback, sur les années 80, sur la vie, en même temps la vie du personnage, ce que ça a impliqué en fait, sans qu'on le sache au début, sur toute sa vie, sur de ces années-là jusqu'à nos jours, et ces espèces de retours. C'est un bouquin absolument passionnant qui se dévore vraiment. C'est super bien écrit, c'est un roman à la Simenon un peu, je trouve. Voilà. Gérard Collard, il parle de livre intelligent. Alors, c'est pas péjoratif pour tous les autres, c'est pas une manière de dire que les autres. Ça. Mais c'est ce que j'aime dans ce genre de roman. Je vous le dis, Christian, ça a été un coup de cœur, hein, ce bouquin. C'est que ça place vraiment le lecteur en acteur. Il n'est pas passif, le lecteur. Absolument. Et donc, ça le force à se poser des questions. Et c'est pour ça qu'il y a aussi une dimension philosophique, c'est qu'il y a des choses qui se passent entre le lecteur et l'auteur. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Donc, merci, Christian. Merci. Merci. Merci, Franck, également. Merci.